Bonjour à tous. Je n'ai pas de transparent et je vais essayer en une douzaine de minutes de vous dire des choses intéressantes sur l'évolution de l'enseignement et éventuellement l'utilisation de l'e-learning pour ça. Alors, moi j'ai une expérience d'enseignant à HEC en France et à l'Imperial College en Angleterre depuis une dizaine d'années et j'ai été 2 fois directeur de la recherche de grands groupes. Et suis maintenant confronté à devoir conduire une mission dans mon entreprise pour comment on peut professionnaliser la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Donc voilà d'où je parle. Alors, première observation que j'aurais tendance à faire, c'est malgré le fait d'avoir souligné depuis de nombreuses années l'importance des connaissances, des cultures, des systèmes sociopolitiques, etc., on observe que les entreprises sont encore très en retard là-dessus et ont du mal à intégrer les connaissances des modes de pensée, les pratiques de négociation, les manières même de réagir à tel ou tel événement. Il n'y a pas eu un accident de Fukushima dans le monde, il y en a eu 90 différents en fonction des lectures qui étaient données dans chacun des pays. Et donc là-dessus, il y a un effort incroyable à faire et qui peut d'ailleurs bénéficier du fait qu'il y a de plus en plus de spécialistes au travers de la planète des différents pays. Ils sont de langue française, de langue anglaise, de langues différentes, etc. Mais toujours est-il que leurs travaux sont largement connus et connaissables par le net. Et donc les entreprises peuvent faire un bien meilleur usage que par le passé parce que justement l'information sur ces sujets-là est beaucoup plus largement disponible. Elles ne le font pas. Elles ne le font pas. Je ne trahirai même pas de secret en disant qu'il n'y a pas 2 personnes dans ma propre entreprise qui aient été formées à tout ce que François Julien a pu dire de la culture chinoise, ce qui est quand même dramatique au niveau de l'utilisation des connaissances. Alors, deuxième point, c'est peut-être tout le savoir des gens qui partent à la retraite, qui ont accumulé des expériences, qui ne sont pas forcément liées à votre entreprise même. Par exemple, l'autorité de sûreté française dans le domaine du nucléaire a énormément de savoir. Et quand quelqu'un d'expertise de l'autorité de sûreté française part à la retraite, une personne à l'intérieur de la direction de la formation ou direction des ressources humaines d'Areva ne pense à faire témoigner cette personne sur finalement ce qu'il a appris de la sûreté nucléaire dans le monde. Et donc, il y a un travail qui, bien entendu, doit être conduit sous couvert d'experts, de comités d'expertise, etc., pour ne pas faire en sorte que les gens redisent uniquement des choses un peu dépassées ou qui traînent leur marotte. Mais l'un dans l'autre, il y a un travail fantastique qui peut se faire de valorisation de la connaissance. Et comme la connaissance diffuse beaucoup mieux, peut diffuser, peut être stockée ou peut diffuser beaucoup mieux que par le passé, il y a certainement des choses possible à faire au jour d'aujourd'hui là-dessus. Alors, troisième chose, pour être complètement concret, ceci n'est pas décidé, mais j'essaye d'y réfléchir, de tenir compte finalement de qu'est-ce qui a changé chez les gens dans l'entreprise dont on doit tenir compte pour conduire ou faire évoluer les programmes de formation. Et là, il me semble qu'il y a, en tout cas dans des entreprises comme les nôtres, 2 choses importantes. C'est premièrement le manque de temps des gens. Et deuxièmement, c'est qu'un discours de l'offre est dépassé par rapport à la nature de la demande. Autrement dit, trop de discours de l'offre et pas assez de réflexion sur la demande. Alors comment surmonter les choses? L'idée qu'on va creuser, elle n'est pas décidée, mais qu'on va creuser d'ici la fin de l'année, c'est de voir si on peut définir un programme d'excellence destiné au départ au moins à 500 personnes dans l'entreprise, basé sur la réalisation d'une 100 à 150 notes regroupant différents professionnalismes. Ensuite, un droit donné aux personnes de choisir parmi ces 150 textes celles qui les intéressent le plus, ne pas forcer tout le monde à tout lire, évidemment impossible, il n'en aurait d'ailleurs pas le temps, mais ensuite un devoir imposé aux salariés volontaires pour l'opération de restituer en un petit nombre de pages simplement ce qu'ils ont pu en apprendre ou ce à quoi cela a servi. Et je pense que cette démarche qui est un peu proactive, je ne sais pas si nous arriverons à la mettre en œuvre, serait de nature à introduire un peu plus de politique de la demande par rapport à une politique de l'offre. C'est uniquement écrit ou c'est oral? Ça peut être écrit, ça peut être oral, il faut être flexible là-dessus. Il y a de toute façon, une fois que les choses sont amorcées, grâce aux dettes, d'ailleurs, tout le monde peut reposer des questions sur les points qui lui paraissent intéressants. On crée une nouvelle dynamique à partir du moment où on est capable d'enclencher de tels mécanismes.
J'observe d'ailleurs, et ça je reviens à quelque chose de très ancien, Antoine Riboud, du temps où il était président du principal groupe agroalimentaire français, me disait qu'il avait réussi à élargir l'esprit, le cadre de vision de ces cadres dirigeants en les forçant à écrire tous les 3 mois une petite note sur quelque chose d'intéressant qu'ils avaient observé, qu'il soit cinéma, opéra, visite, livre, que sais-je encore. Je pense que nous avons perdu complètement ce genre d'outils et que dans nos entreprises où nous constatons un extraordinaire développement de l'esprit de géométrie au détriment de l'esprit de finesse, il faut savoir induire quelques mécanismes qui vont aller en contrepoids par rapport à ces tendances. Alors voilà quelques points que je pouvais signaler. Je pourrais aussi m'étendre sur les questions de négociation. Hier, j'entendais, avant de venir ici, les gens du ministère de la Défense en France dire que le principal défaut des négociateurs français, c'est 1, l'arrogance, 2, l'arrogance, 3, l'arrogance. Ça prouve que, en termes d'éducation, on n'a pas vraiment réussi jusqu'à présent à traiter certains sujets. Je voudrais maintenant donner un deuxième point différent, et toujours pour rester dans le timing fixé par Robert, dire que l'énergie renvoie à la fois à des connaissances nationales et des connaissances mondiales. C'est un paradoxe important, parce qu'il y a évidemment 2 dimensions au sujet. Et je ne vais ici parler que du côté mondial, je ne vais pas parler du côté national. Nous sommes arrivés, à force d'expérience dans les cours que je citais tout à l'heure, à synthétiser en une trentaine d'heures ce qui peut réellement être considéré comme un enseignement sur l'énergie, une pédagogie sur l'énergie, mais ça débouche sur une question au niveau de la valorisation du savoir. Est-ce que cette valorisation, ça va être les établissements dont j'ai parlé qui finalement vont la céder de manière gratuite à telle ou telle université? Comment elles vont s'y prendre? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'au contraire, tout ça devrait passer par un livre dans lequel un milliardaire s'impliquerait pour faire en sorte que l'information diffuse vraiment? Ou au contraire, finalement, est-ce que la seule solution, c'est de créer un bloc quelconque et d'espérer que de toute façon, tout ça circulera indépendamment des intérêts d'un tel ou d'un tel? Et c'est une vraie question. Ne sous-estimez pas l'importance de la question. Quand je discute avec les professeurs de l'Imperial College là-dessus, puisque c'est vraiment notre intérêt de faire que tel ou tel autre établissement anglais bénéficie de cette connaissance-là. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident aujourd'hui. La mode de rémunération d'une connaissance de ce genre, est-ce qu'elle doit être complètement gratuite? Est-ce qu'elle ne doit son intérêt qu'au fait qu'il va y avoir des canaux exceptionnels de diffusion? Ou est-ce qu'au contraire, de toute façon, à votre bon cœur, monsieur, dame, on verra bien ce qui se passera? Donc, ce n'est pas si simple de savoir comment le savoir peut être valorisé et comment il peut diffuser. Je voudrais terminer sur 2 ou 3 choses plus culturelles. D'abord, en résonance par rapport à la table ronde qui vient d'avoir lieu. Je m'étonne toujours, en tant que professeur de sciences humaines, que finalement ce qui se sait sur l'apport des femmes à la vie, sur l'apport des femmes à la société, soit si peu diffusé. Parce qu'il y a quand même des travaux. Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups, c'est quand même un travail extraordinaire sur l'identité féminine. Les travaux des grands spécialistes de la mythologie grecque sur les dieux et les déesses du monde grec, n'allez pas me dire que des tas de gens, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans tel ou tel autre pays, les connaissent. Et pourtant, que de richesse sur le problème de la connaissance de l'identité féminine. Et j'en passe et des meilleurs. Donc, sur ces sujets-là, pourquoi les institutions internationales ne sont pas davantage capables de faire connaître les travaux intelligents, les travaux profonds sur la féminité pour obliger un certain nombre de pays qui sont un peu trop machos, un peu trop patriarcaux, à comprendre ce que les femmes peuvent apporter à la lecture et à la vivacité des sociétés. Peut-être qu'un certain nombre d'attitudes très rétrogrades baisseraient un peu, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des organismes qui s'en sentent responsables. Alors peut-être qu'en 1 an, 2 ans, on n'aurait pas repéré les meilleurs travaux, mais au bout de 5, on a peut-être fait beaucoup mieux que ce qu'on a fait, au moins on aurait tenté de le faire. Donc je crois que de ce point de vue, dans tout ce qui est culturel, les institutions internationales auraient beaucoup de travaux à faire pour mieux faire connaître ce qui se sait de culturel et ce qui est important et qui a été dégagé par les cultures, et ça éviterait, pour répondre à une question qui a été évoquée tout à l'heure, qu'on soit principalement géré par la dictature d'un côté des technologies et de l'autre côté des critères boursiers. Je vous remercie.